Voilà, je les ai lus, les déclarations d'Adil, hein. Ça m'a fait rire. La seule chose que je regrette, c'est ne pas être allé voir directement à l'hôpital Robert Beric. Quand tu tapes Jordan Ferry sur Internet, la première anecdote qui ressort, c'est cette histoire de maillot. Bon, déjà, juste, voilà, on s'est pas trompé, hein, faut pas. Cette saison fait un peu peur. C'est quatre Hmm. descentes, on n'a pas envie d'être dans les quatre. Déjà, moi, je suis le seul de ce groupe-là formé au club, mais qui n'est pas lyonnais de base. Moi, j'avais l'impression d'aller jouer en Ligue des Champions, en championnat, en Ligue Europa, avec mes amis. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Comme d'habitude, on soutient le projet. Je compte sur vous pour les abonnements, pour les likes, pour que le projet continue à attirer des grands noms. En parlant de grands noms, on va parler d'un monsieur de la Ligue 1, un habitué maintenant, qu'on ne présente plus. Jordan Ferry, comment tu vas? Ça va, ça va et toi? Ça va. Ça va, on est bien là. On est en mode interview, mais il y a le toutou à côté. On est dans le salon, tout va bien. Ouais, ouais, on est dans le salon à la maison et voilà, on est tranquille, prêt à discuter avec toi. Bon, Jordan, on va aborder deux, trois petits sujets importants. On va commencer par ton actualité parce que c'est important quand même de planter le décor. Le début de saison, bon, t'as manqué un match pour suspension. C'était le premier match face à 3, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Sinon, ouais. tout le reste, titulaire indiscutable, monsieur. Ça va pour toi le début de saison? Oui, niveau temps de jeu personnel, ça va. Voilà, comme tu as dit, j'ai loupé le premier match dû à un sursis de l'année dernière. Ouais. Mais depuis, niveau temps de jeu, j'ai pas à me plaindre. Voilà, je suis monté aussi en puissance aussi au fur et à mesure des matchs. Et voilà, donc je suis satisfait de mon début de saison, même si on peut toujours faire mieux. Et bien sûr, il va falloir continuer à être le plus régulier possible. Mais c'est un début personnellement assez intéressant. Après, collectivement, je sais que au vu de la qualité de l'effectif qu'on a, on doit mieux faire, ça c'est sûr. Mais bon, on est encore qu'au début du championnat, donc rien n'est joué réellement. C'est ce que j'allais te dire. Avec cette équipe de Montpellier, j'ai toujours l'impression, alors évidemment, on va revenir dessus au fur et à mesure de ta carrière qu'on va retracer ensemble, mais j'ai toujours cette sensation c'est peut-être la bonne année pour l'Europe. Et tu sais pas pourquoi, en fin de saison, il y a toujours un petit passage à vide qui fait que, ah mince, on a Ouais, raté peut-être le wagon. Là, quand je regardais la situation au début de saison, vous êtes pile poil au milieu. C'est-à-dire qu'on sent que deux victoires, vous pouvez très bien titiller les places du haut. Deux défaites, ça peut sentir le roussi en bas parce que vous êtes, je crois, à 4 et 4 points du haut comme du bas. Vous regardez plus vers le haut, je suppose, non? bah, tu es tenté de plus regarder vers l'eau, mais on sait aussi que c'est une saison particulière avec quatre descentes. Donc, tu regardes de tous les côtés. Vu notre situation, tu regardes de tous les côtés parce que c'est vrai que cette saison fait un peu peur dans le sens, je pense à pas mal de clubs. C'est quatre Hmm. descentes, on n'a pas envie d'être dans les quatre. Quand toi, ta génération, à toi, vous rentrez dans le groupe pro, on sent que de l'extérieur, le club il est en train de prendre un virage important avec Mhm. un gros investissement sur la jeunesse et de grosses promesses sur cette jeunesse-là, qui a toujours été bien vue en interne, mais là on sent qu'il y a de grosses responsabilités qui sont mises sur vos épaules. Est-ce que vous, quand vous arrivez dans ce groupe-là, et toi en particulier, est-ce que tu ressens une pression un peu plus importante? Est-ce qu'on vous aborde d'une manière particulière pour vous expliquer les responsabilités qu'il y a sur vos épaules? Non, pas forcément, parce qu'on y est préparé dès le centre de formation, en fait. Moi, quand j'arrive à Lyon, la première chose qu'on me montre, c'est la maquette du futur stade. Donc, Ouais. on te dit, voilà, là, le club va prendre, comme tu as dit, un autre virage. Il va avoir ce nouveau stade. Donc, pendant X années, on ne pourra plus investir dans tel ou tel joueur. Tout est mis dans le stade. Donc, on va s'appuyer sur la formation, etc. Donc, en fait, on te programme, entre guillemets, pour ça. Ouais. Voilà. On te dit, si tu arrives à être pro et à rentrer dans ce nouveau stade, voilà, on te formate un peu sur ça. Donc, tu as un peu cette insouciance et le fait que, ben, voilà, tu pas surpris de ce qui t'arrive, du nouveau stade. On l'a visité plusieurs fois, nous les joueurs, avant qu'il ouvre. Voilà. Donc, on n'est pas forcément surpris de ça. On est avec le recul maintenant, tu te dis, c'est des années formidables quand tu voyais qu'en Coupe d'Europe ou en championnat, sur 11 titulaires, tu en avais 9 qui étaient formés à l'OL. Ouais, Ça, c'est incroyable. c'est ça, C'est ça incroyable. c'était quand même fou. Et encore quand on en parle, ça reste des années exceptionnelles. Mais encore une fois, dès la formation, je t'ai dit, quand je suis arrivé en 15 ans, on te montre la maquette, on te montre les trucs. Voilà, t'es vraiment formé. On te dit, si tu dois être en pro, ben, attends-toi à tout ça. Hmm.
pour toi, ça va super vite, on a l'impression. Alors certes, cette génération-là, elle est projetée très vite dans le grand bain et il y a la génération dorée qui doit grandir ensemble en jouant et en enchaînant les matchs. Maintenant, on sent que la première saison, euh, tu débutes comme un jeune, mais qu'après, tu es vite dans des nombres de matchs hyper importants. On dépasse vite la trentaine de matchs par saison. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément, une caractéristique chez toi que tu as dû gommer très très vite ou travailler très très vite pour arriver à ce nombre de matchs si important si vite? Ouais, je pense que aussi, peut-être que avec autant de jeunes et un effectif avec des noms moins stars, entre guillemets, avec des joueurs beaucoup formés au club, peut-être que le club s'attendait pas à être aussi qualifié autant de fois en Europe. Nous, Oui. là où on a surpris pas mal de monde, c'est que malgré la jeunesse de l'effectif, on était encadré par des cadres, etc. Mais là, Mhm. malgré la jeunesse de l'effectif, on arrivait toujours à décrocher, que ce soit une Ligue des Champions, une Ligue Europa, etc. Donc, il y avait beaucoup de matchs. Il y avait beaucoup de matchs et on a appris très vite. Moi, par exemple, mon premier match en pro, c'est en Ligue Europa. Mhm. Donc voilà, c'est l'apprentissage du haut niveau et du circuit européen dès le départ. Alors, il y a des départs, il y a des joueurs que tu croises simplement, mais dans la zone dans laquelle toi tu évolues, il y a des Gourcuff, il y a Grenier, il y a Kallström, il y a Gonalon. Il n'y a pas un moment où on se dit, pour gratter du temps de jeu, et c'est ce dont j'ai besoin quand je suis jeune, ça va piquer un petit peu. Oui, et puis t'as oublié, à l'époque, il y avait aussi Fofana, Il y a qui est, Fofana. qui est en équipe de France Espoir et qui arrive du Havre, si je me souviens bien, et Ouais. qui est un monstre. C'est un monstre. Voilà, et je me suis bien sûr posé la question si un prêt, à ce moment-là, quand je commence un peu à m'entraîner avec les pros, mais à jouer avec la CFA le week-end, je me pose la question vraiment, est-ce qu'un prêt peut être bénéfique pour moi, que ce soit en Ligue 2 pardon, ou en Ligue 1? Et donc j'en parle avec mes proches, mon conseiller de l'époque, et on arrive à la conclusion que c'était mieux pour moi de rester et de m'entraîner au quotidien avec l'effectif pro. Mhm. Et si je dois descendre en CFA pour prendre du temps de jeu, ça peut me faire que du bien forcément. Et le fait que Rémi Garde me voit au quotidien, je pense que ça a facilité aussi mon intégration dans l'équipe. Ouais. Tu sais, le fait de côtoyer les types tous les jours, bah déjà, je pense que ça m'a fait encore plus progresser, peut-être plus rapidement. Et le fait que le coach me voit régulièrement et voit ses progrès tout au long de la saison, ça a aussi facilité mon intégration pour grappiller quelques minutes, etc. Et pour à un moment donné être titulaire. Alors, aujourd'hui, on connaît la fin de enfin, on connaît la suite de l'histoire. Donc, on va dire, bon choix d'être resté. Mais quand tu me dis, toi et ton entourage, vous êtes arrivé à la conclusion qu'il valait mieux rester, quitte à faire quelques matchs en CFA et aller progressivement dans le monde pro. Comment on arrive à cette conclusion-là? Parce que dans les profils que je t'ai énumérés là, il y a des joueurs confirmés, gros noms, je pense à Gourcuff notamment, Karlstroom, voilà, qui sont des joueurs aguerris, très haut niveau et titulaires, voilà, en théorie titulaires. Mais des jeunes qui ont ton profil là, c'est-à-dire jeunes joueurs qui débutent, il y en a plein aussi. Donc c'est pas comme si on pouvait t'assurer d'avoir une place dans la rotation au départ, en se disant bon bah il y a un jeune par ligne qui va faire un match tous les trois matchs, mais au moins il va grandir comme ça. Toi non, vous êtes déjà deux ou trois à postuler à ce match tous les trois matchs. Donc comment vous arrivez à cette conclusion de malgré tout, on va rester? Bah, c'est dans le sens où ça correspond en fait à mon parcours que j'ai eu même en formation. On m'a jamais donné une place. Hmm. On m'a jamais donné une place. On m'a fait comprendre que j'étais le seul qui arrivait, qui n'avait pas fait de centre de préfo à l'époque, qui arrivait avec des lacunes techniques, qui avait machin. Donc, on m'a fait vite comprendre que moi, si je voulais y arriver, il fallait bosser. Il fallait bosser, il fallait y aller, il fallait être fort mentalement, voilà. Et en fait, ben, on en est arrivé à cette conclusion que, ben, d'accord, ça va être dur. Et ben, c'est à toi de montrer tous les jours que ben, tu peux avoir 5 minutes de temps de jeu ce week-end. Tu peux en avoir 10 le week-end prochain. Tu peux en avoir 15. Tu peux... Et voilà. Et Hmm. ça fait partie aussi de, je pense, de mon gros point fort qui est l'aspect mental. C'est-à-dire que je sais que rien ne va m'être donné. Il faut aller le chercher, tout simplement. Mais ça, je le savais depuis l'âge de 15 ans quand je mets le pied au centre de formation de Lyon. Donc, Ouais. bah, écoute, ça m'a programmé, ça m'a endurci et je pense que c'est ça qui est le premier axe de ma progression et du fait que bah, ça fait quand même pas mal d'années que je suis en Ligue 1.
Pas mal d'années, ouais. Ça fait pas mal d'années que tu es en Ligue 1. J'en profite pour avoir un peu d'infos, parce que c'est un monsieur qui est très compliqué à approcher et qui a suscité pas mal de critiques, que ce soit sans forcément savoir, mais que ce soit sur son hygiène de vie, sur son aspect mental, que qualité première que tu as chez toi. C'est Yoann Gourcuff. Mhm. T'as pu le pratiquer, entre guillemets. Oui. Quand vous le voyez à l'entraînement, quand vous le fréquentez tous les jours, nous, on nous le vend presque en victime du foot, victime du monde du foot. Est-ce que toi, tu sens ça ou pas du tout? Bah, en tout cas, après, je sais pas de sa relation en équipe de France où forcément il y avait des plus grosses stars que ce qu'il y avait à Lyon à l'époque. Mais en tout cas, moi, dans le vestiaire, c'était un gars abordable, un gars qui conseillait les jeunes, un gars qui était souriant, certes un peu réservé, mais tu sentais que si tu brisais un peu cette petite glace, bah voilà, c'était quelqu'un de très agréable, très, très professionnel. Voilà, je pense qu'après, ben, ce qui lui a manqué, ben, c'est compliqué à dire, mais peut-être ce dépassement. On joue toujours avec quelques douleurs, on joue toujours avec quelques gènes, machin, et peut-être que voilà, lui n'avait pas peut-être cette force-là pour ce dépassement-là à certains moments, mais en tout cas, quand il était sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match, bah, tu voyais toutes ses qualités, quoi. Le type, il avait tout. Ouais, je suis d'accord avec toi, grosse perte. On revient à toi. On revient à toi. Il y a un petit groupe quand même qui émerge dans cet effectif-là, qui est quand même d'assez bonne qualité, on va dire. Et quand j'en ai parlé avec Rachid Ghezal, il m'a Mhm. expliqué que c'était pas toujours évident pour les recrues de s'intégrer, les recrues hors formation lyonnaise, de s'intégrer parce qu'ils pouvaient, même si c'était pas la volonté du groupe et que c'était pas forcément vraiment avéré, ils pouvaient sentir qu'il y avait des petits clans parce qu'on s'entend tellement bien que ça se fait naturellement. Alors, je veux pas que tu me parles de ce qu'on peut ressentir les soit étrangers, soit recrues potentielles étrangères à cette équipe-là. Je veux que tu me parles de la solidité, la profondeur de la relation qu'il y avait entre vous. Toi, quand tu émerges dans ce groupe-là, tu te dis que tu es à la maison, c'est comme jouer comme nous quand on joue au Five avec nos potes, c'est la même qualité de C'est relation? c'est exactement ça. Et en fait, déjà, moi, je suis le seul de ce groupe-là formé au club, mais qui n'est pas lyonnais de base. Ouais, c'est vrai. Là, Rachid de Lyon, Mehdi, Tolisso, ils sont tous de Lyon. Ouais, Donc, ils se connaissent déjà depuis plusieurs années avant que moi j'arrive. ouais, c'est Donc, vrai. on voit. Et en fait, comme tu dis, c'est que moi, j'avais l'impression d'aller jouer en Ligue des Champions, en championnat, en Ligue Europa avec mes amis. Parce que j'ai vécu au centre de formation avec certains. On a joué ensemble de 15 ans en passant par les 19, la CFA et on arrive en pro. Et en fait, on se voyait sur le terrain, on était à l'école ensemble, on se voyait le soir. Enfin, ces 5 ans d'amitié ont été, c'est comme si on avait passé 10 ans ensemble parce qu'on était tout le temps ensemble. Ouais, Donc forcément, j'ose imaginer que quelqu'un qui arrive dans un vestiaire où il voit autant de complicité avec un noyau dur, ça peut, si t'es pas avenant avec les gens et que t'es de nature déjà réservée, je peux comprendre que c'est compliqué de s'intégrer. Mais encore une fois, on n'a jamais été fermé à l'intégration de nouveaux joueurs. Quand je pense à Christophe Jallet, Jérémy Morel et même Mathieu Valbona qui arrive de Russie avec son passage à Marseille, ou quand ouais, on nous a dit que Mathieu allait arriver, on s'est dit, oula, ça peut être compliqué ça peut être compliqué dans le vestiaire, et que tu vois que le mec, au bout d'une semaine, il chambrait tout le monde. Ben ouais. voilà, on n'était pas, en fait, on était bien sûr soudés. C'est le résultat de tellement d'années de complicité, de matchs, etc. Mais on n'a jamais été fermé à l'intégration de nouveaux joueurs. Quand on a une génération dorée comme ça, il y a plein de compliments qui tombent. Mais il y a aussi des critiques. Et parmi ces critiques, il y a des amalgames. Là, on est en toute sincérité. On a même les chiens qui sont à côté, c'est dire à quel point on est en sincérité. Dis-moi, quand vous émergez, comme je t'ai dit, il y a la vague de compliments d'abord sur la qualité, et puis il y a les moments compliqués. Les moments compliqués,
quand je repense à ton parcours, à votre parcours, et que je suis retombé dans les articles, dans les déclarations, dans les anecdotes, il y a ce tempérament de joueur un peu foufou, de joueur un peu provocateur, chambreur, un peu sale gosse, tu vois? Je vais le dire avec des mots gentils, je trouve que c'est Ouais, gentil, sale gosse. mais c'est la vérité parce que après, en ayant vu d'autres vestiaires et d'autres joueurs, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans d'autres vestiaires, on nous a dit c'est vrai qu'à ces années-là, vous étiez imbuvable. Vous étiez imbuvable. Et en fait, forcément, vu que moi j'étais à Viflon, je voyais pas les choses de la même manière. Mais je peux comprendre aussi le fait qu'on pouvait agacer dans le sens où ils voyaient une équipe de jeunes et on avait les résultats. On avait les Oui, résultats, on gagnait les matchs. Donc forcément, quand tu as la jeunesse, tu as un peu cette insouciance, peut-être un peu provocatrice, etc. Donc je peux comprendre qu'on ait énervé certains joueurs. Mais on m'en parle encore quand je croise des joueurs contre qui j'ai joué ou avec qui maintenant sont mes coéquipiers. Voilà, combien de fois TJ, même si j'ai jamais joué contre lui, combien de fois TJ il m'a dit à l'époque où tu étais à Lyon, on se serait embrouillé. Voilà. d'accord. Donc, donc voilà. Donc moi, à ce moment-là, je voyais pas ce que nous on pouvait dégager, autant de provocations, etc. Mais en tout cas, c'est vrai on m'en parle assez souvent. Donc c'est vrai, ben voilà, ça va avec la jeunesse, on était un peu Ouais, foufou, à un moment donné. on était sûr de nous, on gagnait les matchs, voilà, donc c'est vrai qu'on était peut-être un peu trop sûr de nous certaines fois et qu'on pouvait dégager un peu trop peut-être un peu de provocation, etc. Mais voilà, rien de bien méchant non plus. Alors, c'est là que je veux avoir ton avis à toi. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a le mea culpa et bravo, monsieur, parce qu'il y en a plein qui m'auraient dit c'est de la jalousie mal placée, il n'y avait pas du tout de ça. Donc, Mm. c'est bien qu'il y ait une remise en question. Mais il y a, par exemple, quand tu me dis c'est pas méchant, je suis retombé sur des déclarations de, par exemple, Adil Rami, où pendant le derby Saint-Étienne, je pense à Mouma, je pense il y a le banc stéphanois et le staff stéphanois qui avait été assez dur dans les propos. Mais Adil Rami, par exemple, il avait dit euh, qu'il y avait un manque de respect. Tu sais que lui, même quand il s'embrouillait, il avait toujours au bout d'un moment sa petite voix à la raison qui disait, bon, les anciens, quand même, je vais redescendre un petit peu, même si on se chambre, on s'insulte, il y a un respect. Est-ce que toi, tu as senti que ces critiques-là, elles étaient un peu trop exagérées? Ou est-ce que toi, tu t'es même parfois, là, aujourd'hui, avec le recul, tu as 30 ans aujourd'hui, donc tu as une autre vision des choses, est-ce que tu sens que des fois, tu as été un peu trop loin, parce que le chambrage dans le foot, il est commun, mais est-ce que tu as été trop loin? Non, bah, pour rebondir ce que Adil a pu dire quand il était à Marseille, Ouais, bah voilà, il était dans un grand club aussi et il a autant sur ce match-là où c'est au Vélodrome, il a autant chambré que ce qu'on a chambré. ouais, Voilà, d'accord. quand l'embrouille que j'ai avec lui, voilà, de ce qu'il a pu dire à un joueur exemplaire comme Jérémy Morel, ben moi je l'ai pas supporté. Qu'après, ils puissent dire c'est nous, c'est machin, se renvoyer la balle pendant. Voilà, c'est toujours après, ben voilà, on a toujours la facilité de dire c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Voilà, ça fait partie de ces matchs en jeu, ces matchs en haute tension, ces matchs face à deux gros clubs comme Saint-Étienne, le derby. Et voilà, et ça fait partie du foot. Il y a toujours eu du chambrage, des fois ça déborde. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, il y a rien de méchant. Ça crée une atmosphère, voilà, un peu électrique et qui fait ressortir, voilà, qui te donne envie de te dépasser pour gagner ce genre de match-là. Et si t'as pas Hmm, tout ça, pour moi, si t'as pas toute cette adrénaline, tous ces trucs-là lors de ces grands matchs, bah, t'as pas ce dépassement encore où ouais, tu veux vraiment tout donner pour gagner. hmm, Donc après qu'on d'accord. parle, voilà, je les ai lus, les déclarations d'Adil, hein. Ça m'a fait rire, mais voilà, je vais pas, enfin, rebondir là-dessus, ça Non, non, servirait pas à loin de moi grand-chose. l'idée de déclencher une guéguerre, parce que c'est pas du tout l'idée, mais plus dans toi, l'acheminement de ta carrière. Aujourd'hui, tu n'es plus du tout le gamin que tu étais quand tu as commencé à Lyon.
Déjà, tu as entendu le discours des autres, mais il y a aussi, je pense, une approche du foot et de la vie en général qui est un peu différente. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a Moi, des choses où tu t'es dit, bon, là, j'ai peut-être été trop loin, c'est de la connerie. Voilà. la seule chose que je regrette, c'est ne pas être allé voir directement à l'hôpital Robert Beric. Ça, c'est Ouais, la réalité. Je l'ai déjà dit. J'avais pris, on le voit d'ailleurs, il y a les images. À l'époque, c'était Christophe Galtier, le coach, et je demande de ses nouvelles pendant le match. Et en fait, derrière, il y a tellement un acharnement médiatique, je reçois tellement de messages de haine de supporters de Saint-Étienne que je peux comprendre parce que je blesse pendant une longue durée leur attaquant. Mais après, j'aurais dû avoir, mais ça allait avec mon jeune âge, peut-être la maturité nécessaire pour séparer le foot de l'homme et aller directement à l'hôpital, voir comment il se portait. Donc en tant qu'homme, c'est le seul regret ouais, que j'ai. Après sa blessure sur le geste, bon, c'est pas non plus un attentat, c'est des blessures qui malheureusement arrivent, mais en tant qu'homme, comme tu l'as dit, avec la maturité, le recul, etc., en tant qu'homme, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas être directement ou avoir pris mon téléphone pour demander ouais, de ces nouvelles à ce moment-là. J'avais pas la maturité et le recul nécessaire pour séparer le foot à ce moment-là de l'homme. C'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure aussi de ma carrière et la vision du foot change aussi avec les années. Comme tu as dit, j'ai 30 ans, donc tu es forcément plus près de la fin que du début hmm. et tu vois les choses tellement différemment à ce moment-là. J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est quand tu dis c'est ton jeune âge qui t'empêche d'y aller. Est-ce que, euh, est-ce que tu sais exactement ce que ça veut dire? C'est-à-dire, est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est t'es trop pris émotionnellement dans cette espèce d'acharnement médiatique et la petite guéguerre, enfin la petite guéguerre, je vais me faire tuer pour avoir dit ça, la grosse guerre monumentale, presque nucléaire, entre l'OL et la SSE, c'est quoi? C'est quoi qui fait que tu n'y vas pas? C'est ça, tout cet acharnement qu'il y a eu derrière, le Ouais. fait que ça représente un gros derby, qu'il y a énormément de pression lors de ces matchs-là. Et c'est vrai que j'ai pas la maturité, j'ai pas Mais c'est la pas de la force mentale. timidité, c'est pas de la timidité Non, de... non, c'est pas de D'accord. la timidité, c'est vraiment le fait c'est peut-être les premiers moments où je reçois tellement de messages de haine, Ouais. tellement de trucs, tellement, ça va très vite. Mes parents en reçoivent aussi. Enfin, tu sais, Ah ouais, quand c'est même. nouveau aussi, tu vois, c'est la première fois où je me retrouve au Ouais. milieu d'un tel déchaînement médiatique et je sais pas comment le gérer, tout simplement. Je sais pas comment le gérer, je sais pas comment je dois agir, si ça va être bien vu, ça va être mal vu, machin. Donc, je préfère rien faire et me concentrer sur le foot et Hmm. essayer d'oublier un peu tout ça. Pourquoi est-ce que ça allait si loin avec vous? C'est-à-dire que, bon, d'accord, ok, il y a un geste malheureux, tu blesses un attaquant pour une longue période, il y a la rivalité, ok, on va pas faire comme si on était surpris que les réseaux sociaux s'enflamment et que le supporter type de foot s'enflamme un petit peu et se soulage, entre guillemets, en insultant la première victime qu'il puisse trouver. En l'occurrence, toi. Mais il y a ça, on sent qu'au niveau médiatique, euh, il a presque fallu que tu quittes Lyon pour qu'on te retire cette image de petit con. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, quand les gens parlent d'Anthony Lopez, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas quitté Lyon ou si parce qu'il y a toujours des gestes un peu pas maîtrisés ou ça part un peu en vrille parfois, on se dit qu'il a presque une absence de lucidité à un moment où il va faire des sorties un peu brutales ou autres. Mais au-delà de ça, même dans son comportement, on continue de le pointer du doigt comme étant ce même petit con. Est-ce que toi, le fait de quitter l'OL, ça a été la clé pour sortir de cette image-là? Parce qu'on ne parle plus de toi comme ça du tout. Euh, Après, je quitte pas l'OL par rapport Pas du à tout, non. cette image-là. Je Non, quitte non. l'OL pour tout simplement d'autres raisons sportives, uniquement sportives. Ouais. Mais c'est vrai, encore une fois, lorsque j'ai porté d'autres maillots que l'OL et que j'ai rejoué contre les mêmes adversaires, c'est vrai que l'approche était peut-être différente vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que je sentais moins
cette comment je pourrais dire cette pas cette même haine, mais cette même voilà cette même dureté dans les rapports avec mes adversaires. Voilà. Ouais. Lorsque j'ai porté le maillot de Nîmes et Montpellier, mes relations peut-être avec les autres joueurs du championnat se sont améliorées. Et voilà, mais c'est vrai que lorsque j'ai porté d'autres maillots que Lyon, bah, cette image-là s'est un peu estompée. D'accord. Comme je t'ai dit, j'ai eu Rachid. J'ai eu Mhm. Rachid qui a vécu l'arrivée d'Hubert Fournier de manière un peu difficile. Il est moins pris dans l'équipe, il joue moins, les rapports avec le coach sont pas dingues. Donc il a sa lecture des événements, comment lui il a vécu les choses et c'est très personnel. Et d'ailleurs, Mhm. quand il en parle, il le fait de manière très personnelle, il implique personne d'autre. Toi, quand il y a l'arrivée d'Hubert Fournier, ton statut il est inchangé. Tu continues de jouer toujours autant, tu as la même importance dans l'équipe. Est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui ne matche pas ou pas? Bah, disons que bah, après, pour revenir à Rachid, je pense que c'est plus le système de jeu que ses qualités football qui lui ont fait C'est vrai, il a abordé. qu'il a eu moins de temps de jeu. Forcément, Rachid est un pur ailier droit. Voilà, quoi, c'est le gaucher qui joue à droite ou bon à gauche, mais plus souvent à droite. Et là, forcément, dans un système en losange, moi, ma place a été confortée parce que ça faisait 1 ou 2 années qu'on s'est installé avec Max et Coco dans ce système-là, à trois, en losange, avec un numéro 10. Donc, en fait, c'est que je pense que le coach Fournier se calque un peu sur ce qu'a préparé Rémi Garde. Donc, il n'y a Ouais. pas trop de changements au niveau tactique, au niveau équipe. Et voilà. Il se calque un peu sur ce qu'a fait Rémi Garde. Donc, pour nous, il n'y a pas trop de changements à ce moment-là. Qu'après, ça ne matche pas, c'est plus avec les résultats, tout simplement. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu de réel changement entre le coach Rémi et le coach Fournier parce que comme je t'ai dit, c'est un peu, ça a été la continuité du travail de Rémi Garde. Saison 2014-2015. Quand on Ça fait parle loin, là. de... Ça va piquer. Quand on parle de... Quand on parle de... Alors, je vais remettre les choses parce que quand j'ai travaillé sur notre interview, je suis retombé sur ton discours et ce qui ressortait beaucoup, c'était j'ai adoré ma période à l'OL. Ce qu'il a manqué, c'est un titre pour couronner tout ça. Même s'il y en a, il y en Mhm. a un, on ne le met pas beaucoup en valeur, mais il y en a un, c'est un trophée des champions, il me semble, que vous remportez. Ouais. Mais c'est vrai, on sent que pour vraiment garder dans l'histoire cette génération-là, il manquait un titre. Que quel qu'il soit, mais il manquait un titre. En 2014-2015, on sent qu'il n'est pas loin ce titre. Que vous êtes impressionnant au championnat. Vous finissez finalement deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Et j'ai des supporters lyonnais dans la rédaction d'Omaïkoul qui m'ont dit, t'as Jordan Ferry, il faut que tu lui demandes, notamment Lucas le monteur, il faut que tu lui demandes qu'est-ce qui fait que ça s'écroule si proche de la fin. Et toi qui es très sensible à cette idée de titre jamais remporté avec l'OL, selon toi, pourquoi vous n'allez pas au bout? Ben, peut-être on était encore une fois à cette période des jeunes joueurs. On était des jeunes joueurs et une saison de Ligue 1, c'est super long. C'est super long, et c'est l'équipe la plus régulière qui souvent lève le trophée à la fin. On a fini plusieurs fois deuxième face à Paris et tout ce que ça implique. Donc c'est comme l'OL à l'époque où ils enchaînaient les titres. Déjà d'être deuxième, c'était une victoire. Ouais. Mais je pense qu'il nous a manqué, voilà, c'est cette régularité et cette expérience à certains matchs où on a laissé passer des matchs et des points à l'extérieur ou à domicile face à des équipes a priori abordables. Et on n'a pas su des fois tuer le match ou ne pas perdre et se contenter d'un match nul. On voulait toujours gagner et des fois ça nous a desservi. Donc c'est vrai que c'est un regret de pas avoir pas avoir un titre qui aurait laissé une empreinte de cette génération-là. Mais en tout cas, des retours que j'ai quand je vais voir des matchs à Lyon ou quand je suis à Lyon et que je rencontre des supporters, c'est qu'ils ont quand même kiffé
leurs gamins du centre de formation, les régaler, que ce soit à la fin de Gerland et au début du nouveau stade. Tu l'as dit, vous avez fini plusieurs fois derrière le Paris Saint-Germain, mais cette fois-là, il n'y a pas un gros écart de points. Il n'y a pas un... On sent pas que c'est le PSG et un autre championnat. Mm. On sent que vous deux, vous êtes à la lutte jusqu'au bout, presque jusqu'au bout, pour emporter le titre. Donc, je t'avoue, bon, je vais pas faire la fine bouche, hein, en France, je suis plus supporter du Paris Saint-Germain. J'étais très content que vous l'emportiez pas. Mais mais c'est vrai que déjà de voir de l'adversité, c'est toujours une bonne chose, je trouve, même en tant que supporter du Paris Saint-Germain, c'est toujours une bonne chose. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec le recul, quand tu regardes, tu te dis que ce dont tu m'as parlé tout à l'heure, cette idée un petit peu de clan malgré vous, cette idée de jeunesse qui a grandi ensemble, qui se connaît par cœur et qui a presque l'impression d'être à la maison quand vous allez jouer des matchs de Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas aussi ce qui a fait défaut? Alors, il y a évidemment toutes les qualités, mais est-ce que d'avoir justement un gros nom ou une grosse carrière confirmée étrangère à tout ça, ça aurait pas, ou peut-être une de plus, ça aurait pas aidé à canaliser ce groupe si jeune, si talentueux, mais si jeune? J'ai plus les chiffres en tête, mais si tu dis qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart, c'est pas lors des matchs contre les grosses équipes qu'on a Non, perdu des non, points. non, non, non. Encore une fois, c'est des matchs contre des équipes qui étaient à notre portée ou au classement qui était en dessous. Et à chaque fois qu'on finissait les matchs ou à chaque fois qu'on finissait les saisons, on se disait, regarde, on allait perdre, on allait faire un nul là. Tu te rappelles tout ce qu'on a raté, tu te rappelles le but qu'on Ouais, prend. ouais, ouais. Et voilà. Et on savait que c'est ces points-là qu'allaient nous manquer à la fin. Donc forcément, si après on peut pas refaire l'histoire, mais Oui, peut-être oui, que si avec des on si on, avait eu mais peut-être un peu plus d'expérience à ce moment-là, on aurait peut-être pas laissé ces points-là ouais. passer. Mais bon, Ça se trouve aussi, vous ne ça seriez pas allé chercher des victoires qui étaient inattendues et vous auriez. exactement. Il y a des matchs où c'était Ouais, pleinement à l'insouciance ouais, et à la jeunesse, à la fougue que tu es allé chercher des points. Donc l'un dans ouais. l'autre, ça compense, mais, euh, mais en tout cas, le plus important, pour en revenir un peu à tout ça, le plus important, c'est quand même la belle image qu'on a laissée aux supporters lyonnais. Au Ouais, final, c'est vrai. oui, un C'est vrai. titre, on aurait aimé faire la fête avec eux et vraiment matérialiser ça avec un titre. Mais je pense l'image qu'on leur laisse est tout aussi belle. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, même l'image que vous laissez dans le foot français, elle est très positive. Quand j'ai retracé un petit peu ton histoire, ton parcours et tes déclarations, je suis retombé sur celui qui me fait un peu mal au cœur quand je parle de l'Olympique Lyonnais, c'est Bruno Genesio. Mm, Alors, il a été le paria d'une bonne partie de la France du foot pendant des années où il était au mm, club. Et ça s'est pas arrêté aux supporters lyonnais, ça s'est pas arrêté à la banlieue lyonnaise non plus. C'est allé beaucoup plus loin. Je trouve il y a un délit de sale gueule, alors que je trouve pas que ce soit vraiment mérité. Mais bref, il y avait un petit délit de sale gueule qui fait que on lui prêtait pas la crédibilité qu'il méritait. Est-ce que pour que je comprenne un petit peu et que je sois pas le seul, qu'on comprenne un petit peu qui était Bruno Genesio, la personnalité, l'homme, le travail qu'il mettait à chaque étape avec vous, est-ce que tu as une anecdote pour que je me rende compte un petit peu de ce que c'était la vie avec lui en tant que coach? La vie que c'était avec lui, bah déjà c'est un pur Lyonnais quoi. Tu sens que qu'il entraînait, qu'il prenait un pied pas possible à être avec nous en fait. Il kiffait autant que nous on kiffait. Et le fait qu'il ait été traîné comme ça médiatiquement, ben nous aussi d'un côté ça nous faisait mal parce que lui c'était notre coach, il nous protégeait beaucoup. Il nous connaissait pareil, il est parti de la CFA et d'arriver et qu'il soit coach de l'équipe première, bah pour nous, c'était, voilà, on se sentait, voilà, c'est notre coach et on savait qu'il allait nous soutenir autant que nous, on allait le soutenir. Et je pense que, ben, peut-être comme moi, il a fallu qu'il parte de Lyon pour qu'on reconnaisse un peu ses qualités. Et on le voit qu'actuellement, bah, il fait partie des meilleurs coachs du championnat. Ouais. Et alors qu'à Lyon, je veux dire, si tu regardes ses stats et Hmm. ses résultats, tout était bon. Tout était bon, le Ouais, jeu ouais. développé était bon, sa gestion de l'effectif était bonne, même si moi, j'avais un peu moins de temps de jeu à ce moment-là, mais je veux dire,
Enfin voilà, c'était un coach, euh, en tout cas, hyper compétent et à la hauteur du standing de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, mais c'était peut-être pas le nom que certains supporters voulaient à ce moment-là. Et je pense que c'est ce déficit d'image qui lui a fait défaut, qui lui a fait surtout défaut à Lyon. Après, une anecdote, euh, enfin, on le voyait au quotidien qu'il était heureux d'être avec nous, en fait. Il était heureux d'être avec nous, il était beaucoup à l'écoute. Voilà, moi, j'ai que des bonnes choses à dire sur Bruno. Après, une anecdote un peu plus personnelle, mais lorsqu'on allait fêter à Saint-Tropez la qualification en Ligue des Champions, où on était invité par le club, par le président, etc., ça aussi, c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Et c'est là où on voyait qu'il était autant heureux que nous et de partager ces moments-là avec nous. Donc Ouais. c'est vraiment des super moments. Donc, sans rentrer dans les détails, mais il maîtrisait de très beaux pas de danse. Ok. D'accord, ça marche. Alors, on va y aller doucement, mais il y a toujours un peu cette impression de euh, club qui a du mal à tourner une page. Alors, je ne dis pas que l'OL doit plus avoir d'ambition, ni qu'il faut se ranger un petit peu, rentrer dans le rang, etc. Parce que je pense que déjà, ce club ne rentrera jamais dans le rang. Et je pense que c'est important de viser haut. Si l'OL arrête de viser haut, l'OL ne sera plus en Ligue des Champions, ne jouera plus les premiers rôles en championnat. Et l'anomalie, par exemple, d'un mauvais classement la saison dernière ne sera plus une anomalie, deviendra la norme. Donc, c'est pas du tout le message que je vais envoyer là dans ma question qui va suivre. Mais est-ce que quand on vire, quand on demande, parce qu'il n'est pas viré, c'est d'un commun accord, mais quand on demande la tête de Bruno Genesio, quand on est constamment en train de dire que ce qui est produit, c'est pas bon, alors que le coach en question, il fait toujours qualification en Champions, il fait tout, quasiment, et il fait toujours, il atteint des demi-finales, il arrive comment dire, à tirer le club le maximum de ce qu'il peut, en tout cas de cette équipe-là, derrière un Paris Saint-Germain qui est hors catégorie. Est-ce que c'est pas un peu le mal de ce lion-là, de toujours vouloir plus, de toujours vouloir, de presque être un peu déconnecté de la réalité. Quand tu reprends le Bruno Genesio de l'époque, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Aujourd'hui, on se dit, chapeau monsieur. À l'époque, on dit, Et, c'est pas assez. Est-ce que c'est un trop gros appétit? ben, tu vis dans la nostalgie des années précédentes. Tu vis dans la nostalgie des saisons précédentes où tu avais un peu la place du PSG. Tu marchais sur tout le monde. Le titre était décroché des journées avant la fin du championnat. Voilà, tu vis un peu dans cette nostalgie. Donc, tu as l'habitude d'avoir des grands noms et je pense que ben, voilà, c'est cette vision un peu du passé qui a fait défaut, qui fait défaut à Lyon aujourd'hui. Comment est-ce que tu te convaincs que c'est le moment de partir? Comment elle vient cette idée? Alors oui, dur de se voir ailleurs tellement on y est bien, Ouais. tellement on y est bien, tellement voilà, je suis parti à 15 ans de chez mes parents, j'ai fait 12 ans à l'OL, donc j'ai pratiquement autant vécu à Lyon que dans ma famille. Donc une grosse attache à la ville, au club, à tout ce qui m'a apporté, etc. Donc j'ai eu des opportunités de partir avant mon départ en pré à Nîmes. J'ai eu des opportunités, il y a eu des contacts, il y a eu des accords avec certains clubs. Mais voilà, à chaque fois, c'était ou pas le bon moment, ou le club était pas forcément vendeur à ce moment-là. Voilà, il y a toujours eu des choses qui ont fait que je suis resté à Lyon. Et à un moment donné, là où mon temps de jeu a pas disparu, mais en tout cas ne me satisfaisait plus, et où Ouais. j'en devenais. En fait, c'est que je commençais à en être, à mal le vivre personnellement. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'étais frustré, pardon. Je rentrais des matchs, j'étais frustré, j'en devenais pas aigri, mais j'étais ouais, malheureux de plus m'épanouir les week-ends, en fait. C'est D'accord. uniquement ça. Donc, on se retrouve en novembre, et donc hors période de mercato. Et j'ai mon agent de l'époque qui me dit, voilà, il a eu le directeur de Nîmes et ils peuvent faire un joker médical.
Donc, je me dis, OK, tu es à Lyon, tu joues un match sur deux, un match sur trois, mais voilà, tu es à Lyon quand même, tu as ton confort et tout ça. Est-ce que tu y vas, quoi? Mhm. Donc là, je prends quand même deux, trois jours pour bien réfléchir. Heureusement, j'avais le capitaine à l'époque de Nîmes, Anthony Briançon, qui a été formé à l'OL et qui est du même endroit du sud de la France, donc on se connaît très bien. Donc on a de nombreux échanges ensemble. Et lui et Laurent Boissier, le directeur de l'époque, me convainc de tenter l'aventure, sachant que, voilà, comme je te dis, c'est qu'en fait, j'en devenais malheureux au quotidien de m'entraîner toute la semaine et de ne pas avoir cet aboutissement du match, en Mhm. fait. Donc Ouais. encore une fois, Monsieur Aulas permet et facilite ce prêt-là, parce que forcément, entre ce que Nîmes pouvait mettre, Lyon, etc., niveau financier, il fallait quand même bien le monter. Et j'en remercie le président Lyon et Monsieur Boissier parce que ils ont réussi à monter ce prêt-là. Et je me retrouve à Nîmes pour faire un prêt de 6 mois. Et ce qui me permet de retrouver ce plaisir du week-end et l'enchaînement de la compétition. Parce que la compétition te manque quand tu joues pas. La compétition, c'est Ouais, c'est ce bien qui te sûr, fait vivre, c'est ce qui te fait vivre, bien sûr. c'est toute cette adrénaline du match et ça me manquait trop. Ça me manquait trop. Nous, on voit Génération Dorée et on vous prédit les meilleures destinations d'Europe. Donc, Mhm. quand moi, je m'attends à voir partir, à l'image de Lacazette, à l'image de Corentin Tolisso, je m'attends à te voir partir soit dans les Milan AC, soit au moins Séville, tu sais, tous ces clubs Oui, bien européens sûr. quasiment tous les ans, avec grosse renommée. Bref, un vrai palier, tu vois, un vrai palier supplémentaire, entre guillemets, par rapport à Lyon. Mhm. Surtout par rapport aux qualités que vous montrez et les résultats que vous obtenez tous ensemble. Est-ce que du fait d'avoir été retenu à ces moments où tu étais en pleine bourre et seulement libéré, même si c'est compréhensible vis-à-vis du point de vue du club, seulement libéré quand tu n'es plus un titulaire aussi indiscutable, est-ce que ça n'a pas un peu foutu en l'air la carrière, le plan de carrière envisagé? Bah, ça l'a modifié. Ça l'a modifié forcément, mais Avec après, tout le respect que j'ai pour Nîmes et Montpellier, hein, c'est bien juste sûr, que bien il y a sûr, une bien différence sûr. entre ce qu'on te prédisait et aujourd'hui Mais Montpellier qui est un club très solide de Ligue 1. à ce moment-là, ça l'a modifié forcément. Ça l'a modifié forcément, mais ça fait partie d'une carrière. Tu maîtrises pas toutes les décisions. Quand tu reviens de Nîmes, t'es dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est acté pour toi que l'aventure, ça doit s'arrêter là, ou est-ce que c'est qu'il n'y a pas les moyens de te conserver, pas d'accord trouvé entre les trois clubs? Comment ça se fait à ton retour de Tu parles Nîmes? pour Nîmes? Tu veux dire Ouais, si à ton Nîmes voulait retour de me Nîmes avant de conserver? basculer sur Montpellier, ouais. Bah, après Nîmes, bah, déjà, on fait une très belle, une très belle saison avec Nîmes. Ouais? On fait une très belle saison. Voilà, donc je suis satisfait de mon prêt. J'ai d'autres clubs qui m'approchent en France et à l'étranger. Et, euh, et voilà, je sais qu'à Lyon, je veux pas y retourner. Enfin, je sais qu'il me reste une année de contrat, que c'est le moment. Enfin, je sais qu'il faut que je trouve un autre point de chute que de revenir à Lyon, quoi. Voilà. Après, Nîmes me fait comprendre que ça allait être compliqué financièrement de me Mhm. garder. Donc ça, je suis très vite fixé là-dessus. Et je dis à mon agent, voilà, je veux trouver un club qui me correspond, mais je veux que ce soit fait rapidement parce que moi, je tiens à faire la préparation dans mon nouveau club. Je veux pas Mhm. arriver fin. C'est le seul truc que je lui dis. Je lui dis, Ouais, je veux trouver un club qui me correspond, mais je veux juste, enfin, débrouille-toi pour que je fasse la prépa avec mon nouveau club. Parce que pour ouais. moi, c'est important dans l'intégration, dans tout. Donc voilà, donc il y a plusieurs clubs qui se manifestent. Et à un moment donné, ben, j'ai mon agent qui me dit, ben, il y a Montpellier, notamment ben, le président et Monsieur Carotti qui souhaiteraient te rencontrer. Donc à ce moment-là, je suis en vacances chez mes parents à Saint-Rémy-de-Provence. Et je lui dis, d'accord, comment ça se passe, etc. Il me dit, ben non, il se déplace à Saint-Rémy, il vient te voir. Je lui dis, ben, écoute, parfait. Donc on se retrouve au restaurant de ma mère et j'ai le président, M. Nicolin et Bruno, qui viennent manger. Et moi, je suis avec ben, mes parents. Et donc, on mange et puis tout de suite, ben, on accroche, quoi.
tout de suite, on accroche. J'adhère au discours, je connaissais déjà un peu le club. J'aime l'image qu'il renvoie. J'aimais déjà à l'époque où c'était le père qui y était et, euh, et voilà. Et j'ai toujours aimé l'image que ce club renvoyait. Et tout de suite, en fait, j'adhère au discours et tout de suite, ma réflexion se fait vite. Je lui dis, voilà, ma priorité restera Montpellier. Après que ça se fasse ou que ça se fasse pas, ben, on n'était pas rentré en négociation. Et ça, tu peux pas le savoir si ça va Oui, aboutir. bien sûr. Bien sûr. Mais je lui ai dit, mais en tout cas, mon choix numéro un est Montpellier. Et je me rappelle de cette phrase de Monsieur Nicolas à la fin du restaurant. Il me dit, bon, ben, j'ai bien mangé, c'était très bien. Il me dit, voilà, il me dit, moi, je veux te faire, donc si tu veux venir, on y arrivera. Bon, bah, c'est Quand un, super. quand un président te dit ça, voilà, tu sens tout de Ouais, suite l'envie du club de t'avoir et t'as ouais. qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Mais je D'accord. te dis ça comme la prolongation que j'ai eue là l'année dernière. Hmm. Je veux dire, c'est des négociations. Quand je te disais que c'était compliqué de tomber d'accord, que tous les partis soient d'accord, la négociation pour ma prolongation, je crois qu'elle a duré 10 jours. Mais 10 Ouais. jours où il y a eu trois rendez-vous, trois, quatre rendez-vous, quoi. Donc, quand tu sens l'envie et que tout est réuni pour que tu restes, Hmm. voilà. Ouais, c'est clair. Donc, euh, donc voilà, donc c'est comme ça que le choix de Montpellier, rapidement fait, quoi. Moi, j'ai un dernier épisode à aborder avec toi. Je l'ai Ah, gardé pour la fin. dis-moi, dis-moi. Je pense que tu sais de quoi je vais te parler. Quand tu Attends, tapes, ouais, je t'écoute. Attends, redresse-toi, vas-y, mets-toi en je mode. m'installe bien, je m'installe bien. Quand tu tapes Jordan Ferry sur Internet, la première anecdote qui ressort, c'est cette histoire de maillot. Cette histoire de maillot ni moi. Alors, tu m'en as parlé un petit peu en off. On va en parler aux yeux de tous, on va pas se cacher. On parlait tout à l'heure de déferlement un petit peu médiatique et de supporters quand on a parlé du derby et de la blessure de Beric. Tu as un peu vécu la même chose avec ce derby-là. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ce mini-scandale arrive? Je dis mini parce que on n'est pas dans des scandales d'ampleur complètement dingue comme on a pu voir. C'est des scandales qui sont assez récurrents dans le foot en termes de rivalité, en termes de maladresse. Est-ce que tu peux me dire un peu comment toi tu vis ça du début à la fin, que ce soit enfin, comment ça arrive, mais aussi comment tu ressens les choses après coup? Hmm. Bon, déjà, juste, voilà, on s'est pas trompé, hein, c'est faute. Voilà, comme ça, comme ça, hop, ça déjà c'est fait. Et donc je t'explique le contexte Vas-y. déjà, ouais. On joue un derby, je sais plus, je crois qu'on le perd ou on fait match nul, ça je crois qu'on le perd. Ouais. Donc on est off derrière et avec mon meilleur ami, il me dit bah viens on va passer un week-end à Paris. Donc j'arrive à Paris à l'hôtel et il me dit bah ce soir avant qu'on aille manger un bout, viens on va se faire une séance de sport. Et donc moi j'ai pas de tenue, je lui dis bah écoute moi j'ai pas de tenue, machin. Il me dit mais là t'inquiète, j'ai un de tes anciens maillots, moi j'ai pris une autre tenue, je te passe, etc. Et donc, on se retrouve à la salle de sport et vu qu'on a plein d'amis en commun avec mon meilleur ami et qu'il est pas non plus, c'est pas un très grand sportif, qui c'est pas un habitué des salles de sport, je lui dis bon ben, je vais le chambrer un peu et le filmer. Donc, je poste une story, sauf que ben, tu sais, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de miroirs dans la salle et je vois pas que le reflet, on me voit dans la story avec le maillot de Nîmes. Donc, je poste la story. Et, euh, on va au resto. Je me rappelle, je mangeais avec Sam, Umtiti. Donc, on est au resto. Et je vois que mon téléphone n'arrête pas de sonner, mais de plein de numéros différents. Je me dis, c'est bizarre. Et là, j'ai un de mes potes qui me dit, t'as vu ta story, machin, nan, nan. Je dis, bah, et moi, pendant au moins 10 minutes, j'avais même pas compris que c'était mon reflet qui posait problème. Ouais, d'accord. Donc, quand je vois ça, ben, forcément, je me dis, oh là là, quel, je me dis, oh là là, ça va mal se passer. Donc forcément, je la supprime. Je mets tout de suite un message d'excuse, forcément. Et bon là, tu imagines le week-end un peu gâché, quoi. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Forcément un peu gâché. Donc je préviens tout de suite ma famille. Je leur dis, bon, écoutez, j'ai fait ça, ça, ça. Vous allez sûrement lire et entendre pas mal de choses, mais sachez que c'est que ça.
Voilà, D'accord. j'ai mis mon ancien maillot au mauvais moment, au mauvais endroit, voilà. Donc vous allez sûrement recevoir des messages, vous allez lire certaines choses. Donc je préfère les prévenir, quoi. Mais encore une fois, je suis plus le gamin de 20 ans ou 22 ans. J'arrive, j'ai 28 ans. Et en fait, c'est que je me dis, bon, tu as fait ça, c'est pas bien, tu vas t'excuser. Ça va être dur pour toi pendant pas mal de temps. Les supporters, à juste titre de Montpellier, vont t'en vouloir. Montre sur le terrain que tu mouilles leur maillot et que tu es apte et l'homme que tu es pour défendre leurs couleurs. Et espérons, espérons que ça passe, quoi. Et donc, je me rappelle, on a un déplacement à Monaco compliqué. Je passe 2 matchs sur le banc à la suite de ça. Il y a les supporters qui nous attendent avant le déplacement à Monaco, bon, ben, après le derby perdu, et après, j'ai quand même une grosse parenthèse sur moi avec le maillot, etc. Donc, forcément, je laisse passer. Leur mécontentement est normal, je l'accepte et je me dis, voilà, à toi de leur montrer que tu mérites d'être dans leur club, dans leur équipe et qu'il faut qu'ils soient derrière toi à l'avenir. Donc, je fais 2 matchs sur le banc et ensuite, ben, je retrouve ma place sur le terrain et s'enchaîne une période de mieux dans les résultats, dans mes performances et tout ça. Et petit à petit, ben, voilà, pas que je me rachète, mais je leur montre tout simplement l'homme que je suis et le joueur que je suis. Et aujourd'hui, j'ai excellentes relations avec mes supporters. On kiffe ensemble. Je reçois beaucoup de messages positifs. Je leur en remercie. Et voilà, donc oui, on me le rappelle, mais on me rappelle aussi tout ce que je fais de bien ces dernières années. Donc voilà, c'était un épisode compliqué. En plus, c'est la période où Canal nous suit aussi. Hmm, Donc, il y a les épisodes hmm. qui sont sortis. Il y a un épisode sur cet événement-là. Donc, forcément, j'ai regardé la série et j'ai regardé l'épisode. Mais voilà, mais encore une fois, il n'y a rien eu enfin voilà, il n'y a rien eu d'impardonnable, il n'y a rien eu voilà, ça a été de la maladresse Ouais. et c'était un épisode juste à laisser passer, laisser couler et de meilleurs jours allaient arriver ensuite. Mais encore une fois, avec la maturité et peut-être tout ce que j'ai vécu précédemment dans ma carrière, je l'ai peut-être émotionnellement mieux géré que les Ouais. épisodes précédents. Alors j'entends une vraie préparation et apparemment elle a été plutôt, enfin c'est à juste titre. Dès que tu vois la bêtise faite, déjà prévenir ses proches. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce que vous avez comme responsabilité, vous les joueurs, vous les personnalités publiques comme ça, dès qu'il y a un événement comme ça, prévenir votre entourage, prévenir voilà, d'éventuelles souffrances qui peuvent arriver, ça m'interpelle un peu. En tant qu'homme, de devoir gérer ça, c'est interpellant. Ben, disons Et que c'est en fait, excuse-moi de te couper, mais c'est que oui, bah bien sûr, je, co- je connais bien sûr, ma sœur, ma mère, je sais, voilà, si je voulais pas qu'elle soit blessée, donc bien sûr. je leur ai dit pour éviter, voilà, vous inquiétez pas pour moi, tout va bien, ça a été de la maladresse. Couper un peu les réseaux ou n'allez pas trop, voilà, pendant 1 ou 2 semaines. Et voilà, je dis, vous inquiétez pas pour moi, il n'y a rien eu de méchant. Mais voilà, j'avais pas envie qu'elle soit blessée, Ouais, bien forcément. sûr, bien sûr. Mais c'est tout à ton honneur. Quand je dis ça, c'est que c'est tout à ton honneur de déjà de l'anticiper et de prévenir. Mais on le voit pas souvent, ça. Tu vois, on voit souvent la partie dite facile, agréable des footballeurs, de la vie de footballeur. On voit pas à quel point l'entourage, même si c'est un peu plus, on en communique plus dessus aujourd'hui, mais on voit pas à quel point ça peut fragiliser la vie et les émotions de l'entourage. Est-ce que à ce moment-là, quand tu anticipes et que tu prévois que ça va être dur, est-ce que tu as bien mesuré à quel point ça va être dur ou est-ce qu'au contraire, pendant que tu vis cette période compliquée, tu te dis, ouf, c'est encore plus dur que ce que je pensais. Non, bah déjà, j'ai prévenu 2 personnes. J'ai prévenu mes proches et le président, forcément. Ouais, Voilà, pour lui aussi lui présenter mes excuses. Parce que voilà, c'est l'image du club qui a été mise à mal. Donc c'était à juste titre que à lui aussi, il fallait que je présente mes excuses. ouais. Et pas à ma surprise, mais, euh, mais j'ai été, comment dire, euh, content de voir tout le soutien que j'ai eu du club à ce moment-là. C'est-à-dire que bah, déjà de mes coéquipiers, bon, qui me chambraient de suite. Ouais. Voilà.
L'entourage du club, y compris le président, m'en ont pas voulu, mais m'en ont pas tenu rigueur. Ouais. Voilà, ils savaient très bien que je le regrettais, ils savaient très bien que c'était maladroit parce qu'eux me connaissaient en tant qu'homme aussi. Donc voilà. Et je savais que ça allait être dur. Déjà de passer 2 matchs sur le banc, avec cette, voilà, à ce moment-là, les résultats étaient moins bons. Tu fais ça, tu as l'impression d'être puni, d'être mis à Ouais, l'écart bah et oui, bah oui. en fait, c'est que tu as tellement envie de te racheter de suite qu'en passant 2 matchs sur le banc, tu t'es dit: «Putain, on me laisse pas l'occasion de montrer, de me rattraper, machin», donc ça prend un peu de temps. Mais encore une fois, avec un peu plus d'expérience, un peu plus de recul, un peu plus de maturité, ben, je me dis: «Voilà, là, c'est compliqué, travaille et tu auras l'occasion de montrer, tu auras Ouais, l'occasion de te ouais, rattraper, tu auras l'occasion de tout ça». Donc oui, ça a été dur, c'est pas un moment agréable forcément quand tu vis ouais, toutes bien ces sûr, choses. bien sûr. Mais comme je l'ai dit, j'aurais jamais pu intéresser Montpellier si j'avais pas fait ces 6 mois à Nîmes. Donc je peux pas aussi, heu éliminer, effacer, ce prêt à Nîmes parce qu'il me permet de rebondir et Ouais, mais d'intéresser bien des clubs sûr. tels Montpellier. Donc voilà, c'est toute cette expérience, tout ce recul nécessaire de bon OK, mais ça reste quand même un club où j'ai joué. Donc c'est Ouais, pas oui, oui, voilà, on va c'est un pas maillot cracher que dessus j'ai non plus. porté. Hmm. Voilà, je peux et encore une fois, vu comment, bah, mon état d'esprit, je peux pas me permettre de cracher sur, ce qui m'a permis de rebondir et d'être Ouais, aussi ouais, ouais, bien aujourd'hui sûr, super heureux bien à sûr. Montpellier. Donc bon voilà, j'ai beaucoup relativisé Hmm. et je me suis dit: «Voilà, juste montre aux supporters que tu es digne de ce maillot-là». Ouais, Eh ben, Jordan, merci. bah, merci à toi. Les autres, merci à tous. J'espère que vous avez passé un autre bon moment dans Call Interview. On se retrouve très vite pour un autre épisode, autre invité, autre anecdote, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.